Donc, avant même qu'on commence, j'aimerais tout de suite commencer avec une petite citation, parce que j'adore les citations. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Dans cet épisode, on va parler de mouvements de foule et de bulles spéculatives. Ces phénomènes ont très souvent lieu sur le marché de la crypto et même dans le milieu de l'investissement en général. Milieu auquel vous allez commencer à faire partie si ce n'est pas encore le cas. Le fait d'imiter, le mimétisme, il est extrêmement lié à la nature humaine. Ça commence déjà quand on est enfant. On copie les adultes pour pouvoir se développer et grandir. Le lionceau regarde comment papa et maman chassent et puis plus tard, il fera pareil. Le bébé dauphin regarde comment maman attrape du poisson et plus tard, il chassera de la même manière. Et bah c'est pareil pour nous. Pour les êtres humains, le mimétisme, c'est la base de l'apprentissage pour pouvoir évoluer. Donc déjà, le mimétisme, c'est une question de grandir, c'est une question d'acquérir l'expérience des autres. Pour des êtres humains, le mimétisme, c'est donc la base de l'apprentissage pour pouvoir évoluer. Mais avec le mimétisme, il y a aussi un point négatif, qui est le comportement moutonnier, les mouvements de foule. Ça veut dire faire quelque chose parce que les autres le font, sans se poser la question ou chercher à comprendre, sans avoir en fait un esprit critique. Et les actions des autres ont un impact extrêmement fort sur notre perception. Par exemple, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens désirent une Ferrari? Est-ce que c'est la voiture en elle-même? Est-ce que c'est ses performances? Eh bien en fait pas forcément. Les gens désirent la Ferrari parce que les autres la désirent. Et d'ailleurs, si vous avez cet objet, vous l'appréciez encore plus puisque vous voyez le regard des autres qui aimeraient être à votre place. C'est ce qu'on appelle le désir triangulaire. Vous, les autres, l'objet. Si vous voulez kiffer en Ferrari, en France, bah vous êtes mal barré parce qu'on ne peut pas rouler. Il faudrait que vous alliez sur circuit fermé. Et concrètement, personne ne sait vraiment comment ça marche, à part l'ingénieur qui l'a créé ou un garagiste pour la réparer. Et pourtant, la Ferrari, c'est presque impossible d'y résister. L'objet du désir, c'est souvent la conséquence du désir des autres. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi conformiste? Une partie de la réponse, c'est que le mimétisme nous aide à apprendre, donc on apprend en copiant. L'autre partie, je l'ai comprise en lisant le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. C'est un historien et philosophe israélien très connu. Il a fait plein de best-sellers, dont Homo Deus, 21 leçons pour le 21e siècle. Le livre Sapiens, il est très épais, c'est un très gros livre, mais vous pouvez trouver l'audio gratuitement sur internet. Et ça parle des racines de l'humanité. Moi, je trouve ça super intéressant, donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça. Ce que le livre explique, c'est que l'espèce qui formait à l'époque l'ancêtre commun entre les chimpanzés et l'être humain, donc je crois que c'était il y a 300 000 ans, et bah, ce groupe d'individus, à un moment, il s'est séparé. L'un a donné l'être humain, l'autre a donné le chimpanzé qu'on connaît aujourd'hui. C'était le début de l'âge de glace. Et donc, pendant qu'il faisait de plus en plus froid au pôle de la Terre, il faisait de plus en plus sec au niveau de l'équateur. Et nos ancêtres, ils vivaient où? Au niveau de l'équateur, en Afrique subsaharienne. Et les forêts très denses d'Éthiopie, enfin, à l'époque en Éthiopie, il y avait des forêts très denses. Et ben ces forêts se sont complètement atrophiées pour laisser place à la savane et aux grands espaces. Donc finalement, leur nourriture dans les arbres commençait à se raréfier et les forêts commençaient donc à rétrécir pour laisser place aux savanes, aux grands espaces ouverts. C'est à ce moment-là que notre ancêtre commun avec le chimpanzé, il a dû faire un choix. Comme il n'y avait plus beaucoup de nourriture autour de lui, ce groupe d'individus a dû se séparer. L'un est resté dans les arbres, a continué à manger des fruits et voilà, à vivre leur vie de singe. Et l'autre groupe a dû descendre sur la terre ferme. Donc en fait, marcher dans les grandes plaines ouvertes de la savane, c'était bien plus dangereux que de rester dans les arbres. Et les premiers humains étaient donc extrêmement vulnérables. Et leur survie passait essentiellement par la communauté. Faire partie d'un groupe était donc une question de survie, et être exclu du groupe était synonyme de mort. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les seuls individus qui ont survécu, ce sont ceux qui ont survécu en groupe. L'importance du groupe, il est enraciné au fin fond de nos gènes, et aujourd'hui, c'est ce qui explique notre comportement moutonnier. Parce qu'encore une fois, être exclu du groupe est synonyme de mort. Ce qui fait que les humains ont cette peur viscérale d'être exclus et rejetés du groupe. À l'intérieur de nous, il y a cette alarme qui nous dit fais attention, t'écarte pas du groupe, tu vas te faire bouffer, tu vas mourir. Et pour cette raison, on se conforme au groupe et on va suivre les règles du groupe. On va faire en sorte d'être accepté par le groupe. Il y a un autre biais psychologique, et là on rentre vraiment dans la psychologie collective. Si une majorité de personnes pensent qu'une chose est vraie, alors elle est vraie. Et pourtant c'est très stupide. Il n'y a pas vraiment de relation logique entre l'opinion dominante et la vérité. Plus un groupe d'individus est grand, moins les individus réfléchissent par eux-mêmes. En fait, quand vous êtes dans un groupe de 3, vous allez faire beaucoup plus de conneries que quand vous êtes tout seul. Dans un groupe de 1000, vous allez faire complètement n'importe quoi.
Typiquement dans les manifestations par exemple, Il y a toujours des casseurs, des gens qui sont là pour casser, avoir un comportement violent et globalement faire n'importe quoi. souvent les policiers, ils arrêtent des gens et ils leur disent bon, pourquoi vous avez cassé cette vitre? Pourquoi vous avez fait pourquoi vous avez foutu la merde de partout comme ça? Et les gens ils répondent très souvent bah écoutez, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc, en fait, ils savent pas ce qui leur a pris parce que ils ont été emportés par la foule. Ils ont eu un excès de confiance en eux. Ils se sont dit, c'est pas grave, le groupe assure ma sécurité. Je pourrais m'en sortir en faisant des trucs de malade. En fait, on perd complètement le contrôle quand on est en groupe. On pense que ça y est, on a la protection absolue et on sait que de toute façon, le groupe est là pour nous protéger. Donc, on fera beaucoup plus de conneries en groupe que tout seul. Le problème, c'est que dans la bourse et les cryptos, on est très, 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 très nombreux. Et donc on réfléchit de moins en moins. C'est vraiment stupide, mais c'est exactement ça. Parfois, on peut rentrer dans une prophétie même auto-réalisatrice. Imaginez un instant que, indépendamment du projet et indépendamment du contexte, tout le monde se met à penser qu'un projet va prendre en valeur. Vous, qu'est-ce que vous faites si vous pensez qu'une action va monter demain? Vous achetez une action, évidemment. Si tout le monde pense la même chose, tout le monde achète une action, donc au final, le prix monte. Le prix est déterminé par l'offre et la demande. S'il y a plein de gens qui demandent et qui veulent acheter, et si en face, ceux qui en ont n'ont pas envie de les vendre parce qu'eux aussi pensent que ça va monter, et bah l'offre et la demande fait que le prix augmente. Donc autrement dit, la prophétie aura entraîné une action qui aura réalisé la prophétie. Donc là, vous allez me dire, bah dans ce cas, j'ai tout intérêt à penser comme tout le monde, parce que si je pense comme tout le monde, bah j'achète et je fais des sous et ça marche. Le problème, c'est que quand tout le monde en parle, c'est déjà trop tard. Dans ces cas-là, il faudrait penser ce que tout le monde va penser avant tout le monde. L'idée, c'est de toujours avoir un coup d'avance. Une fois que l'action est montée en flèche, on a une prophétie autoréalisatrice inversée. C'est-à-dire que tout le monde commence à se poser la question, ah mais attends, il vient de faire 40% en une journée, donc ça va sûrement descendre. Donc je vais vendre mon action. Et là, on a de plus en plus de personnes, par mimétisme, qui se posent cette question et qui retirent leur argent. Et après, on arrive à une prophétie autoréalisatrice inversée. Là, autrement dit, l'action se pète la gueule. Donc du coup, en général, ce qui se passe, c'est que vous achetez trop tard et vous revendez trop tard. Donc vous êtes perdant. Le truc dans les mouvements de foule et les bulles spéculatives, c'est que si vous n'avez pas un temps d'avance, et c'est presque jamais le cas, et ben ça se passe très mal. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, ce qu'il faut, c'est investir quand personne n'en parle. Et sachez vraiment que l'hystérie collective est extrêmement présente dans le monde de la crypto. Elle ne s'arrête jamais. Dites-vous quelque chose, si tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a un problème. Moi, ma technique à moi, elle consiste à faire 3 choses. Premièrement, j'ai développé une espèce de tradition. Si tout le monde est d'accord, je suis méfiant. Deuxièmement, évitez de participer aux bulles et aux hystéries collectives. À la limite, profitez d'attendre que la bulle explose pour acheter pas cher. Une excellente stratégie, c'est d'investir quand ça s'est bien pété la gueule. Typiquement, si vous vouliez acheter du Bitcoin, vous auriez dû le faire au moment où la peur d'investir était à son paroxysme. Là, vous avez le truc pas cher et en plus, le marché vous a prouvé que ça pouvait monter très très haut. Et en quelques mois, vous auriez déjà fait plus de 30%. Juste parce qu'il s'est relevé de sa chute. Si vous voulez investir pendant une bulle, faites-le avec un tout petit montant et utilisez une bonne stratégie de sortie. Comme par exemple la technique de la sauvegarde qui consiste à, une fois que vous avez fait x2, vous retirez la moitié de votre investissement et vous laissez l'autre moitié travailler pour vous. Donc au final, vous gagnez de l'argent gratuitement. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis ciao et je vous souhaite une bonne journée.